Bonjour, la voix de l'INIS à travers les dossiers stratégiques. Chers auditeurs, Postcast 1, octobre 2025. Nous allons aborder la question de l'impensé de la mondialisation par l'élite africaine. Pendant 10 minutes, nous allons écouter l'initiateur de la pensée stratégique endogène africaine qui va nous faire comprendre pourquoi c'est risqué pour l'élite africaine d'avoir un angle mort stratégique sur les enjeux stratégiques importants. Monsieur Passy, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons la définition de la pensée stratégique endogène africaine, la PSEA. Il s'agit d'un cadre de renouvellement intellectuel qui assume la destruction créatrice des anciens paradigmes afin de produire des réponses africaines adaptées aux défis contemporains. Son ambition, désapprendre le présent, reconstruire une architecture stratégique propre et déployer une vision stratégique, c'est-à-dire synthétique, diffusable, structurante, intégrative, mobilisatrice. Avez-vous quelque chose à rajouter, Monsieur Passy? Non, je pense que vous avez abordé la question de manière. Vous avez donné les éléments essentiels constituant le déroulement de la pensée stratégique endogène africaine. Et je voudrais dire par la même occasion bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent et bienvenue à vous pour La Voix de l'INIS, épisode 1. Avant l'épisode dédié à la PSEA, Monsieur Passy, revenons au sujet du jour, l'impensé de la mondialisation. Comment la définissez-vous très concrètement pour l'Afrique, Monsieur Passy? Merci. L'impensé de la mondialisation, dans ma réflexion stratégique, désigne les dimensions, conséquences ou logiques d'un processus global qui échappe à la réflexion des élites, des politiques, décideurs économiques, n'étant ni anticipés ni intégrés dans leur stratégie de développement et de souveraineté. L'impensé de la mondialisation ici, quand je parle de ce concept, désigne en fait les angles morts structurés qui rendent les sociétés africaines vulnérables aux dynamiques économiques, technologiques et normatives mondiales. Du coup, dans la riposte stratégique des différents États ou des différents décideurs, nous relevons souvent des réactions stratégiques et non des actions stratégiques, car la logique stratégique en général n'intègre pas toujours l'anticipation et surtout la structuration cognitive des réponses. Certes, Monsieur Passy, on a branché l'Afrique à la mondialisation, comme vous le disiez. Pouvez-vous nous préciser la particularité de cette impensée en Afrique? Excellente question, madame. Si je peux me permettre, en Afrique, l'impensé de la mondialisation se manifeste historiquement par l'insertion périphérique dans les chaînes globales de valeur, la dépendance aux flux financiers externes et surtout l'exposition aux normes technologiques conçues hors du continent. C'est ça ce que moi j'appelle les déficits stratégiques ou les coalitions ou la coalition de déficits stratégiques. Les États, les États plutôt et instituts africains ont souvent été confrontés à des transformations rapides, imposées de l'extérieur, sans disposer d'outils cognitifs ou institutionnels capables d'anticiper ou de réguler ces flux. Cette situation, comme vous le constatez, vous le vivez, chers auditeurs, généralement, celle-ci illustre une non-prévision stratégique et doctrinale, laissant des marges de manœuvre limitées et des vulnérabilités persistantes. Ces vulnérabilités nous empêchent 68 ans ou 63 ans ou 65 ans après de concevoir une architecture cognitive nous permettant d'anticiper et non de réagir. Monsieur Passy, si je ne m'abuse, c'est bien là que la PSEA entre en scène. Par quel levier et dans quel ordre transforme-t-elle ces contraintes en pouvoir d'action? Écoutez, madame, en fait, sur le plan stratégique, l'impensé de la mondialisation
comme je viens de vous le dire, souligne l'urgence de développer une pensée stratégique endogène africaine. Cette idée est née suite à mes responsabilités politiques où, au cœur de l'action étatique, je me suis aperçu que la faille principale relevait souvent d'absence de vision. Vision stratégique de manière offensive et vision stratégique de manière défensive. Donc, à mon sens, partant de cette lacune ou de ce chapelet de constats, je me suis dit que développer une pensée endogène africaine devait nous rendre capables de conceptualiser les effets des flux globaux et de les transformer en leviers d'action. La mise en œuvre de la pensée stratégique endogène africaine nous oblige à créer ce que j'appelle la fabrique des consensus africains. Et celle-ci apparaît comme l'outil central. Elle permet d'articuler cohérence cognitive, coordination institutionnelle et souveraineté économique pour convertir les contraintes actuelles externes en instruments de puissance. C'est ce que moi j'appelle la logique d'inversion des contraintes. Merci, Monsieur Passy, pour ces explications. À vous écouter, est-ce que c'est encore jouable pour nous ou avons-nous laissé passer le point de bascule? Non, c'est encore jouable, madame. Et nous savons très bien que rien n'est définitif. Pourquoi c'est encore jouable? Mais nous relevons dans toute l'Afrique ce qu'on appelle la fin inexorable des monopoles. Nous le constatons, que ce soit sur le plan diplomatique, le plan militaire, le plan économique, le plan du rayonnement et des influences, nous relevons justement les bénéfices de la mondialisation par l'Afrique qui se traduisent par une fin inexorable des monopoles. Donc, l'impensée n'est pas absolue, elle n'est pas du tout absolue. La réflexion stratégique africaine contemporaine, incarnée par la production d'une pensée stratégique et la fabrique des consensus africains, va donc viser à combler ces lacunes. Et c'est pour ça que depuis pratiquement 2015, en concevant l'Université des connaissances africaines, qui, elle, a produit la pensée stratégique endogène africaine, me permet de dire que les deux éléments, c'est-à-dire la pensée stratégique endogène africaine et la fabrique des consensus, traduisent la volonté de passer d'une position subie à une capacité d'action structurée, transformant l'exposition aux interdépendances globales en instrument de souveraineté et de puissance collective. Il faudrait retenir, madame, que l'impensée de la mondialisation, si nous pouvons mettre en œuvre ces deux outils cognitifs, serait donc un point de départ pour réinventer la capacité d'action et la souveraineté du continent. Merci, Monsieur Passy. Là, vous nous rassurez. Votre message est tout à fait rassurant pour nous. Quand même important de savoir que des portes s'ouvrent. Comment définiriez-vous simplement les dynamiques africaines dont nous parlons? La mondialisation a eu pour effet, nous avons trois éléments qui ont favorisé les dynamiques africaines, à mon sens. Nous avons donc les effets bénéfiques de la mondialisation qui ont, avec l'arrivée de la Chine ou le développement ou la capacité chinoise à déployer sa réflexion stratégique et sa logique de puissance en Afrique. Nous avons donc les effets positifs de la mondialisation. Deuxièmement, nous avons les dividendes démographiques qui sont en train de se mettre en mouvement. Que veut dire les dividendes démographiques? Nous allons passer de 1,450 milliard d'habitants à 2,450 milliard d'habitants en moins de 30 ans. Ce qui va arriver au continent africain n'est jamais arrivé partout sur Terre et nous devons donc tout réinventer, tout rediriger, tout reformater pour être en mesure d'absorber ce milliard et en tirer le maximum de profit. Le troisième élément, c'est surtout la circulation et la diffusion des connaissances qui permettent maintenant aux uns et aux autres de voir, de constater les déficits du système qui nous a été imposé ou qu'on a hérité et quelles sont les capacités que nous pouvons déployer pour pouvoir avancer. Alors, donc, les dynamiques africaines, comme vous m'avez posé pour arriver à votre question, chère madame, les dynamiques africaines désignent l'ensemble des processus, évolutions et interactions propres au continent africain,
qu'ils soient économiques, politiques, sociales, technologiques ou culturelles. Et ce sont ces dynamiques qui façonnent l'actuelle trajectoire cognitive des peuples, des intellectuels et des élites africaines. Ces dynamiques incluent ou exigent des réponses endogènes aux contraintes historiques, je veux parler de l'esclavage, de la colonisation et de la décolonisation, et contemporaines, les stratégies d'intégration régionale, et c'est aussi ces dynamiques, qui mobilisent les ressources, la circulation des savoirs et des innovations, ainsi que les initiatives visant à transformer les interdépendances et vulnérabilités en instruments de puissance et de souveraineté. Enfin, les dynamiques africaines ne sont pas seulement des réactions aux forces externes, elles constituent aussi la capacité du continent à produire ses propres trajectoires de développement, à définir ses priorités stratégiques et articuler ses intérêts collectifs sur la scène mondiale. J'espère avoir fait le tour de la question sur les dynamiques africaines, chère madame. Tout à fait, Monsieur Passy. Ainsi s'achève ce premier épisode de La Voix de l'INIS. Merci, Monsieur Passy, pour la richesse de vos analyses. Il nous tarde déjà d'écouter le prochain épisode. Notre continent, si vous voulez qu'on aborde, que j'apporte un éclairage ou bien une lumière sur ce qui sera dit au prochain épisode, donc l'INIS 2, si je me souviens. Vous pensez que je serai toujours le même invité? Bien sûr. Ah ben avec plaisir. Donc, notre continent riche de ressources et de diversité humaine, vous le savez, a souvent été spectateur des transformations mondiales. Ce continent, malheureusement, a été intégré selon des logiques élaborées en dehors de nos propres territoires, qui me posent et va toujours me poser problème, même dans ma tombe. Alors, en réaction, qu'est-ce que je dis? Nous constatons aussi que les accélérations induites par la mondialisation, les flux financiers, les innovations technologiques, normes commerciales et chaînes de valeur ont été, jusqu'à ce jour, subies plutôt qu'orchestrées, révélant ainsi une impensée stratégique profonde. Pourquoi je parle donc de l'impensée de la mondialisation par les élites africaines? Parce que les accélérations de la mondialisation sont plutôt subies qu'orchestrées. À ce jour, comment faire donc pour orchestrer la fin des monopoles? C'est la question qu'on devait se poser. Comment faire pour orchestrer la fin des monopoles que la mondialisation a permis? Nous savons bien que la mondialisation n'a pas que des effets positifs, il y a aussi des effets négatifs, mais maximisons le profit bénéfique. Les États africains étaient marqués par les séquelles de la décolonisation imposée, ainsi que nos institutions souffrent de ce que j'appelle des malformations congénitales. Et on n'a pas su réellement s'adapter aux processus exogènes et souvent supranationaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous subissons les effets et que ces effets sont généralement subis plus rapidement que les réponses que nous apportons, il nous faut avoir pour seule logique commencer à repenser la mondialisation et surtout doter tous les peuples, tous les États de la pensée stratégique endogène africaine qui est une vision doctrinale, une vision stratégique permettant aux uns et aux autres de se réapproprier le réel, de communiquer, d'identifier, de se protéger, d'attaquer, de se défendre avec une conscience propre, une identité renouvelée et débarrassée de tous les encerclements cognitifs dont nous subissons. Merci beaucoup. Je suis sûre que tous nos auditeurs sont maintenant dans l'attente de ce deuxième podcast. À très bientôt. Merci.